c'est bizarre, ici le mien ne se fractionne pas en gouttes. Alors que tout à l'heure, j'ai cru voir que le jet d'eau se détachait en plusieurs gouttes. Mais alors pourquoi lorsque je fais couler du miel sur ma tartine, il ne se fractionne pas en plusieurs gouttes? C'est normal, c'est dû à des forces de tension superficielle pas suffisamment grandes par rapport à d'autres forces qui restreignent le fractionnement du jet. Alors bonjour déjà, et puis quoi? Viens avec moi dans le labo, je vais t'expliquer. Oh non, James, tu vas pas encore ramener quelqu'un qui n'a rien compris au fractionnement de jet en gouttes. Mais non, j'ai pas rien compris, c'est juste que... Bon, allez, mais rapidement. Regarde, on va travailler dans cette cuve pour que tu comprennes. Si on la remplit avec 8,5 litres d'eau et qu'on laisse couler cette eau, on peut regarder à quel endroit le jet se fractionne. Nous pouvons ensuite connaître la vitesse au point de fractionnement. Mais comment? Et puis pourquoi? Eh bien, c'est très simple, puisque le niveau de l'eau dans la cuve diminue, alors la vitesse en sortie diminue. Et en connaissant le débit volumique au cours du temps que l'on divise par l'air de la sortie de l'embout, nous pouvons connaître la vitesse en sortie, qu'en utilisant cette vitesse de sortie avec la relation de Bernoulli, nous pouvons connaître la vitesse au point de fractionnement. On peut alors représenter la distance d parcourue par le jet avant son fractionnement en fonction de la vitesse v au point de fractionnement. Et paf, ça suit une tendance linéaire. Et plus la vitesse est élevée, plus le fractionnement se fait loin. D'accord, et pourquoi ça? Alors là, on a pensé à trois hypothèses. Soit les courants passent d'un régime laminaire à un régime turbulent, ce qui pourrait pourquoi pas favoriser le fractionnement, soit c'est le phénomène de fractionnement qui prend du temps, ou alors, dernière hypothèse, c'est simplement la géométrie du jet qui fait qu'à cet endroit, le jet se fractionne. Mais votre première hypothèse est de toute façon peu probable puisqu'en sortie de l'embout, le jet se trouve déjà en régime turbulent. Tout à fait. Et nous avons pu vérifier cela avec une caméra haute définition Phantom V2640 au laboratoire de l'Institut P' à l'Université de Poitiers. Le régime est déjà transitoire en sortie d'embout. Nous avons donc balayé cette hypothèse-là et nous sommes dit que les deux autres étaient plus probables. Car en effet, le long du filet d'eau, le diamètre du jet diminue dû à une vitesse qui augmente sous l'effet de la pesanteur. On pense alors qu'une fois un certain diamètre atteint, les forces de tension superficielle seraient telles qu'à cet endroit, le jet se fractionne. Mais alors pourquoi à un certain diamètre atteint, le jet se fractionnerait-il? Eh bien, pour cela, nous avons procédé à une analyse énergétique du jet en associant le diamètre à l'énergie de surface volumique liée aux forces de tension superficielle. Et là, en traçant l'évolution de l'énergie en fonction de la distance par rapport à l'embout, on obtient ceci. On peut voir que l'énergie de surface par unité de volume augmente quand le diamètre du jet diminue. Alors, les forces de tension superficielle sont suffisamment grandes pour fractionner le jet. Alors si j'ai bien compris, le diamètre de l'embout joue un rôle important dans le phénomène. Et oui, et pour vérifier ça, nous avons modifié le diamètre de l'embout en le faisant passer de 5 mm à 1,5 mm de diamètre. Nous avons refait une série de mesures, associé la distance de fractionnement à la vitesse au point de fractionnement, et nous avon comparé ça au graphique que nous avions eu pour l'embout de 5 mm. Nous avons donc tracé un graphique de la distance par rapport à la vitesse au point de fractionnement, et nous l'avons superposé à celui pour un embout de 5 mm. Et en observant ce graphique, on remarque que pour des vitesses inférieures à 2,2 mètres par seconde, le jet fractionne pour une certaine raison, alors que pour des vitesses supérieures à 2,2 mètres par seconde, le jet fractionne pour une autre raison qui semble identique à celle qui explique le fractionnement pour le jet pour l'embout de 5 mm de diamètre. D'accord, mais alors quelles sont ces raisons? Eh bien, pour de faibles vitesses ainsi qu'un diamètre plus petit, la tension superficielle va agir vite et fort. Mais pour des vitesses plus élevées et un diamètre plus grand, on reviendrait à l'hypothèse de tout à l'heure selon laquelle plus la vitesse est élevée, plus il faut du temps pour que le processus de fractionnement fasse son œuvre. D'accord, et quand vous parlez de tension superficielle, alors comment évolue un filet liquide de tension superficielle différente de celle de l'eau? Eh bien, pour cela, nous avons étudié cela pour de l'eau savonneuse. En utilisant seulement 1% en titre volumique de savon, la tension superficielle n'est que de 40 mN par mètre. On a donc refait une série de mesures et nous avons obtenu ceci. Puis nous avons comparé ce graphique avec celui obtenu de l'eau, et on remarque que cette comparaison était prévisible. Et pourquoi était-elle prévisible? Je dis que la comparaison était prévisible puisqu'en effet, l'eau savonneuse ayant une tension superficielle inférieure à celle de l'eau, alors les forces de tension superficielle présentes dans le jet d'eau savonneuse seront moins importantes que celles présentes dans le jet d'eau. Et avec une vitesse qui accélère sous l'effet de la pesanteur, l'eau savonneuse va avoir son filet qui va s'étirer, et donc un diamètre qui va diminuer, et l'énergie de surface sera suffisamment importante pour fractionner le jet. Et mon miel en fait dans tout ça, pourquoi il se fractionne pas? Cela, mon cher, est réduit à une forte viscosité. Mais nous en parlerons que si nous sommes qualifiés.